sur l'évolution depuis plusieurs années des concentrations. Hormis pour l'ozone dont je viens de parler, où les concentrations sont relativement stables, pour les autres polluants, qui au travers des années est sensible. Quand on regarde, notamment là sur l'année 2016, quelle était la qualité de l'air avec un qualificatif pour essayer de faire la synthèse de quelle est la qualité de l'air telle que l'on peut la respirer dans la vallée de l'Arve, on observe, vous voyez que c'est les pavés qui sont entourés en bleu, une qualité de l'air qui, sur les 2 tiers du temps, les 2 tiers de l'année, est bonne, et ça correspond en général aux intersaisons à la période estivale. Et par contre, une qualité de l'air qui est assez régulièrement moyenne pendant la période hivernale et qui peut même devenir mauvaise au plus fort des épisodes anticycloniques avec des concentrations de poussière qui deviennent importantes. Sur les oxydes d'azote, donc le graphique de gauche, les émissions de ce polluant-là sont essentiellement liées au trafic routier. Donc on a plus des 2 tiers des rejets d'oxyde d'azote qui sont liés au transport. Ensuite, le reste, les 30% restants, se répartissent entre des émissions liées aux activités économiques et au chauffage. Sur les poussières en suspension, là, les choses sont radicalement différentes puisque la source principale, c'est le chauffage, et donc ce qu'on appelle le résidentiel. Près des 2 tiers des émissions de particules PM10 dans la vallée sont liées au mode de chauffage, et notamment l'utilisation de chauffage au bois non performant, avec des appareils donc, qui datent d'avant les années 2000. Ensuite, on a une répartition entre les modes de transport et les activités économiques qui vont émettre le reste des poussières en suspension. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire sur l'air des vallées alpines et l'air de la vallée de l'Arve de manière plus spécifique, c'est qu'on a, si on regarde des rejets de polluants qui, sur la vallée de l'Arve, ne sont pas beaucoup plus importants que ce qu'on observe sur de grandes agglomérations. Donc les habitants de la vallée de l'Arve n'émettent pas beaucoup plus de polluants que n'importe quel autre habitant du territoire national. Par contre, il y a des contraintes topographiques, météorologiques, qui engendrent une accumulation des polluants à l'occasion des épisodes anticycloniques hivernaux. Il est dit que la pollution de l'air a reculé de 42% au pays du Mont Blanc. Comment vous arrivez à cette conclusion ? Alors, ce n'est pas la qualité de l'air. Alors, je vous ai présenté les différents résultats, mais il faut faire la différence entre ce qui est émis, donc les émissions de polluants, et ces émissions de polluants entre l'année 2000 et donc l'année 2015, ils ont effectivement diminué de l'ordre de 40%. Là, ce que j'ai présenté, c'est des améliorations sur une dizaine d'années, puisque l'on fait des mesures dans la vallée de l'Arve, et notamment sur le fond de la vallée de l'Arve, depuis 10 ans. Et donc là, on voit la baisse des concentrations sur cette dizaine d'années. Sur les 5 dernières années, entre 2011 et 2015, les concentrations d'oxyde d'azote et de poussière en suspension ont diminué de l'ordre de 20 à 25%. Est-ce que l'arrêt des moteurs diesel dont on parle dans l'actualité peut régler les problèmes liés à la qualité de l'air ? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur le graphique de la responsabilité des différentes sources, si on parle des oxydes d'azote, effectivement, il faut agir sur le transport pour que les concentrations d'oxyde d'azote diminuent. Pour autant, c'est un polluant dont il faut se préoccuper, mais ce n'est pas forcément le polluant qui touche le plus de personnes. Sur les poussières en suspension, qui est le polluant probablement le plus préoccupant, sur les poussières en suspension, le transport, de manière générale, est responsable de l'ordre de 20% des poussières en suspension présentes dans l'atmosphère. Donc, en agissant sur le transport, on contribuera à améliorer la situation, mais on n'arrivera pas à résorber totalement le problème. Il est nécessaire d'avoir des actions conjuguées sur les différentes sources, en premier lieu sur les chauffages bois non performants qu'il y a encore dans la vallée pour avoir des appareils de chauffage
qui soit plus performant, qui soit au bois ou qui soit sur d'autres types d'énergie. J'ai parlé beaucoup des appareils de chauffage bois performants. Donc sur la partie matérielle, c'est important d'avoir des appareils qui soient récents et performants, mais il y a aussi sur le fonctionnement de son appareil de chauffage. Il est important d'utiliser son appareil de chauffage à pleine puissance, puisque quand il est sur des puissances intermédiaires, on sait qu'on va émettre plus de polluants, mais il est également très important d'utiliser un bois qui soit le plus sec possible, parce que celui-ci permettra d'avoir une meilleure combustion, et dès lors qu'on a une meilleure combustion, on a moins de composés imbrûlés et donc moins de particules qui vont être émises à la cheminée. Ce qu'il faut bien voir avec l'ensemble des études qu'on a pu réaliser pour l'instant en France, c'est que la combustion du bois représente une source importante et voire prépondérante dans beaucoup de sites en hiver sur la quasi-totalité des sites qu'on a étudiés en France. Alors si on en passe au cas de la vallée de l'Arve, je vous ai représenté ici des diagrammes sur lesquels, qui sont issus de mesures qu'on a fait pendant un an, entre 2013 et 2014, qui sont publiées dans une thèse, donc on peut trouver sur le net, et dans le cadre d'un programme qui a été financé par l'action Prime Équal du ministère de l'Environnement et du ministère des Transports. On voit bien avec le diagramme de gauche que les concentrations en fait observées en hiver sont extrêmement plus fortes que celles qui sont observées en été, et ce pour les 3 sites où nous avons été faire des études, et que pour les concentrations hivernales, on retrouve bien une prépondérance extrêmement forte, avec les pourcentages qui sont sur le diagramme de droite. On voit qu'on est de l'ordre de 70% des concentrations de PM10 qui sont issues de la combustion de la biomasse, les sources véhiculaires étant de l'ordre de 10% en fonction des sites. Donc voilà, ça c'est un résultat principal, majeur des études qu'on a pu faire ces derniers temps pour montrer à la fois qu'il y avait une prépondérance de la biomasse et l'importance d'un certain nombre d'autres types de sources aussi. Comme l'a dit Didier, je pense qu'il faut agir sur différents types de sources. Pour en venir maintenant à l'influence de la météorologie, je voulais montrer ici un exemple de résultat qui a été obtenu lors d'un programme hivernal, lors de conditions de pollution assez sévères, où on a pu mesurer avec des ballons dans l'atmosphère à la fois les inversions de température qui sont représentées par le trait qui est en rouge ici, et les concentrations d'un polluant qui est le carbone suisse, qu'on appelle dans notre langage scientifique le black carbone, où on voit assez bien qu'en fait l'inversion de température se situe vers 50 mètres au-dessus du sol, et on a bien cet effet avec une concentration des polluants, ce sont les petits points, les petits ronds qu'on voit sur le graphique, cette concentration est multipliée par un facteur 7 dans une hauteur de confinement qui est de l'ordre de 50 mètres seulement, et au-dessus de ces 50 mètres, au cours de cet épisode, on retrouve des concentrations qui sont beaucoup plus faibles. Donc avec cet exemple, on illustre bien en fait l'effet de confinement en cas d'inversion de température sévère qui peut provoquer des augmentations extrêmement fortes des polluants particuliers vraiment proches du sol sur des zones de quelques dizaines de mètres. Alors là, on a un exemple un peu instantané sur des mesures à une heure précise, un matin, de forte inversion. Si on retrace ce genre de choses sur l'ensemble des mesures qu'on a pu effectuer sur l'hiver dernier, par exemple, à Passy, où on regarde les inversions de température entre le fond de la vallée et puis une altitude qui se trouve à peu près 200-250 mètres au-dessus, on voit bien que les évolutions des concentrations des PM10 tout au long de l'hiver, alors là ici on a représenté les concentrations journalières, suivent assez directement les évolutions des gradients de température qu'on a entre ces deux sites, le fond de la vallée et 250 mètres au-dessus, avec donc quand on est en condition d'inversion, c'est-à-dire au-dessus du trait qui a été représenté là, des confinements des polluants qui conduisent à des inversions sévères et des concentrations très fortes. Je vais finir cette courte présentation par certains points qui me semblent importants à retenir. D'une part, les particules sont des objets qui sont extrêmement complexes.
Ensuite, il faut bien souligner, comme on l'a pu dire à plusieurs reprises déjà, que la situation dans une vallée est très différente quand on est d'un site à l'autre, qu'on est positionné sur les pentes, qu'on est positionné en fond de vallée, qu'on est positionné près de l'autoroute. On va voir des qualités de l'air qui sont extrêmement différentes et qui peuvent varier très fortement sur des quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres. Dernier point, on sait déterminer avec une bonne fiabilité l'influence des sources les plus importantes de particules et la combustion de la biomasse est une des sources prépondérantes en hiver dans ce cadre des vallées. Enfin, le rôle de la météorologie locale et de ses inversions de température est essentiel pour moduler les concentrations qu'on observe en fond de vallée. Et un point que je n'ai pas abordé dans le cadre de cette présentation, mais sur lequel je pourrais aisément répondre à des questions, c'est que l'objectif du programme que nous avions fait, conduit depuis 4 ans maintenant, était essentiellement sur essayer de valider si le fonds air-bois permettait de faire baisser les concentrations qui sont dues à cette source combustion de biomasse. Et les mesures que nous avons pu faire sur les 4 derniers hivers montrent qu'il y a effectivement un gain et que les particules et les molécules qui sont émises par cette combustion du bois tendent à baisser d'année en année pour les sites qui sont les sites de Passy et les sites de Chamonix. Est-ce que vous pouvez nous dire dans la combustion de la biomasse, quelle est la proportion liée au chauffage des logements et celle liée à l'industrie? Non. L'état actuel de l'art dans nos mesures ne permet pas de remonter à cette différenciation. La molécule chimique qu'on va aller mesurer pour nous permettre de quantifier ce traceur de la biomasse, c'est une molécule qui est issue de la cellulose qui est contenue dans la biomasse. Donc, quel que soit le type de biomasse brûlée, d'ailleurs que ce soit des végétaux brûlés dans les jardins ou autres, on va tout intégrer dans cette source que nous considérons au niveau scientifique comme étant combustion de biomasse. Il y a 2 choses qui importent. Il y a d'une part des conditions météorologiques qui vont être pénalisantes et qui vont générer des situations d'accumulation des émissions, notamment en période hivernale, couplé à un apport de polluants, donc qui peut être un apport saisonnier, comme on le voit quand on parle du chauffage domestique et du chauffage au bois, où de manière saisonnière, l'hiver, on a un apport complémentaire, et ça ressortait du reste bien dans la présentation qu'a faite Didier, puisqu'on voyait vraiment cette séparation entre l'été et l'hiver, avec des niveaux de concentration sur les particules fines qui sont très différents. Donc un épisode de pollution, c'est une situation où on a une émission importante de polluants couplée à des conditions météorologiques qui vont être défavorables et qui vont faire qu'on a une accumulation et une concentration qui devient importante. On considère qu'on est en épisode de pollution quand on franchit des seuils réglementaires. Donc on parle de 2 seuils. Un premier seuil qui est le seuil d'information. Quand on franchit ce seuil, le préfet communique des recommandations sanitaires et comportementales. Et donc il s'agit bien de recommandations. C'est un premier niveau d'action où notamment on vise particulièrement les personnes les plus sensibles, les plus vulnérables. Et puis un deuxième seuil plus élevé, le seuil d'alerte. Quand on franchit ce seuil d'alerte, le préfet complète les recommandations par des mesures d'urgence réglementaires et qui sont prescriptives et qui imposent et qui fixent de la contrainte. Dans ce seuil d'alerte, on a 2 niveaux d'intervention, un niveau dit N1 et un niveau dit N2. Et donc à titre d'illustration, pour les particules fines PM10, le seuil d'information est de 50 microgrammes par mètre cube et le seuil d'alerte est activé quand on atteint 80 microgrammes par mètre cube. Je reviendrai plus dans le détail sur les seuils par la suite. Au niveau des différents épisodes de pollution,
On caractérise les épisodes en fonction de leur typologie et en fonction des polluants qui sont concernés. Comme ça vous a été aussi présenté précédemment, on parle de plusieurs polluants, donc les oxydes d'azote. On distingue deux situations. La situation hivernale où principalement on rencontre des épisodes de pollution aux particules fines, principalement donc dues aux installations de combustion, j'y reviens pas, ça a été largement décrit précédemment, et avec ces périodes anticycloniques qui limitent la dispersion. Cette première action qui vise à limiter l'exposition, elle est surtout ciblée sur les personnes sensibles et vulnérables qui vont réagir le plus fortement à la pollution atmosphérique. Donc, dans un premier temps, l'objectif, c'est de s'éloigner des axes routiers, de limiter les activités physiques intenses, d'éloigner les enfants de la pollution automobile et, en cas de gêne respiratoire, d'aller consulter son médecin dans ces cas-là. En revanche, en information au premier niveau d'intervention, la population générale n'a pas d'action spécifique à conduire. On continue à aérer son domicile et on continue ses activités. Et une fois qu'on intervient de manière à limiter l'exposition, on cherche également à avoir des comportements vertueux pour limiter l'émission des polluants. Tous les secteurs, je le disais, sont concernés, les particuliers, les professionnels, les collectivités, pour avoir des comportements visant à moins émettre dans cette période de pic de pollution. Donc ces deux messages qui viennent de vous être présentés sur la limitation de l'exposition et sur la limitation des émissions, c'est les recommandations qui sont données par le préfet lors de l'activation du dispositif. Sur ce dispositif, vous signalez que la règle évolue suite à un arrêté ministériel qui date d'avril 2016. Les seuils qui vont déclencher les épisodes de pollution vont être modifiés dès cet hiver et la sensation d'être plus souvent pollué. Probablement, puisque pour des concentrations identiques que par le passé, on va activer les niveaux d'action, donc le niveau d'information et les niveaux d'alerte de manière beaucoup plus rapide. Si je prends l'exemple des particules fines, toujours qui nous préoccupe, l'hiver dernier, pour activer le niveau d'information et de recommandation, il fallait que par modélisation, on dépasse une concentration de 50 microgrammes par mètre cube en moyenne sur 24 heures le jour J et la veille à J-1, donc sur 2 journées modélisées à plus de 50. Et dans le nouveau dispositif, il suffira d'une seule journée, soit le jour J, soit à J+1, pour qu'on active le dispositif. Et de la même façon, le niveau d'alerte sera engagé sur l'ancien niveau de recommandation. Donc on aura une activation du dispositif de gestion des épisodes de pollution beaucoup plus rapide pour de niveaux de concentration similaires. Donc on va activer beaucoup plus souvent le dispositif, mais dans l'objectif de pouvoir aller sur des mesures contraignantes et ces mesures d'urgence plus rapidement et donc pour avoir une meilleure efficacité pour réduire nos émissions. Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qui caractérise vraiment un pic de pollution? Est-ce que c'est sa durée ou le niveau de concentration émis? Alors, c'est deux choses qui caractérisent, en fait, qui permettent d'activer le dispositif. C'est des concentrations qui sont modélisées par Atmo sur le territoire. Donc c'est le résultat de la modélisation sur le territoire. Et la modélisation, elle est faite jour par jour ou heure par heure. Et c'est ces critères
d'une part de concentration qui sont mises en place et qui permettent d'activer le dispositif. Donc c'est vraiment ce critère de concentration couplé à un critère que je n'ai pas évoqué qui vise à prendre en considération les populations. Il faut que cette concentration impacte soit une superficie du territoire, 25 km², soit 50 000 habitants, pour qu'on considère qu'il y a lieu de rentrer dans une activation du dispositif. Et donc, les critères d'activation sont progressifs et gradués, avec d'abord une intervention de niveau information-recommandation, comme je vous l'ai dit, dès le premier jour, et puis au bout de 2 jours, le niveau d'alerte 1, si on a une persistance des niveaux de concentration, et ensuite le niveau d'alerte de niveau 2.